Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouveau forum. Nous parlons cette semaine de l'Afrique, de la problématique du développement des infrastructures dans un contexte économique de vache maigre. Les partenariats publics-privés, appelés communément PPP, peuvent-ils constituer une alternative crédible, un levier de développement des infrastructures en Afrique? C'est la grande interrogation. Et pour en parler, nous recevons un spécialiste de la question, Coubertesier Constantin Dabiré. Monsieur Dabiré, bonjour. Bonjour. C'est un honneur de vous avoir autour de ce plateau encore. Vous êtes expert comptable diplômé, titulaire d'un Doctorate in Business Administration. Vous avez capitalisé plus de 20 ans d'expérience en matière d'audit et de finance. Vous vous intéressez depuis 15 ans à la problématique du financement et du développement des infrastructures en Afrique subsaharienne. Vous êtes conseiller spécial du Premier ministre burkinabé en charge des partenariats publics-privés. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur la question, dont le dernier, c'est le partenariat public-privé comme alternative au financement des infrastructures publiques performantes, mythe ou réalité. On aura l'occasion de reparler un peu de ce document. Merci une fois encore d'être avec nous. Merci beaucoup et merci de me recevoir sur votre plateau. Je pense que je viens pour la seconde fois et je suis vraiment heureux de vous retrouver à nouveau. Pour commencer, je voudrais qu'on fasse un peu l'état des lieux du développement des infrastructures en Afrique de façon générale, mais en Afrique subsaharienne en particulier. Le constat est plutôt amer, on va dire. C'est vrai, et vous avez raison. Le constat en la matière est amer. Et vous verrez que globalement, les besoins en infrastructure sont évalués à moins de 100 milliards de dollars annuellement dans les pays africains. Mais quand vous regardez de très près, effectivement, vous vous rendez compte que ces infrastructures nécessaires au développement des États, nécessaires à la lutte contre la pauvreté, sont, je dirais, en manque et de façon criante. Sur les 100 milliards de besoins annuels, je dirais que près de la moitié, un peu plus de la moitié, n'est pas couverte. Ce qui veut dire que le problème se pose de façon cruciale et il faut trouver des solutions. Et comme le montrent les études de la Banque mondiale, les infrastructures ont un impact sur le PIB des États. Sans infrastructure, aucun État ne peut se développer. Mais cependant, au même moment, pendant que nous avons des besoins infrastructurels qui vont croissant, pendant que le taux de croissance de la population va de façon exponentielle, les ressources budgétaires, les ressources financières se raréfient, notamment en Afrique. Je dis bien notamment parce que même à travers le monde, le problème se pose, dans les pays occidentaux, le problème se pose, que ce soit en France, en Italie, aux États-Unis, mais en Afrique surtout, ce problème est crucial. On a un besoin important d'infrastructures, on n'a pas de ressources. Au même moment, on se rend compte que les partenaires classiques, traditionnels, qui avaient l'habitude d'apporter des financements, surtout quand ils disaient financements concessionnels, sous forme de dons, sous forme de conditions très intéressantes, à des taux très bas, concessionnels j'ai dit, et sur des maturités très longues, eux-mêmes commencent à être éprouvés et n'ont plus cette capacité de pourvoir le continent africain de ressources concessionnelles pour faire face à ces besoins infrastructurels. Alors, on se demande quelle solution ou quel type de solution peut être préconisée ou peuvent être préconisées pour pouvoir combler ces gaps, pour pouvoir en réalité trouver des solutions donc à la situation. Plusieurs propositions sont faites sous forme de pistes de réflexion. Parce qu'aucune proposition ne peut être prise comme parole d'évangile. Mais plusieurs propositions sont faites sous forme de pistes de réflexion. Et parmi ces propositions, vous avez les partenariats publics-privés, qu'on peut considérer, on en a déjà parlé, comme une association entre le secteur privé et le secteur public pour réaliser des infrastructures d'utilité publique, concevoir, financer, construire, exploiter, assurer la maintenance, surtout pour venir en aide aux populations, pour pallier les besoins des populations. Parce que quand on parle de partenariat public-privé,
il faut, au-delà des parties publiques et privées, il faut voir les bénéficiaires, qui sont des usagers comme vous et moi, qui sont des populations qui ont des besoins et veulent que ces besoins soient comblés. Et les infrastructures sont réalisées justement dans les partenariats publics-privés pour combler ces besoins. Finalement, je dirais qu'au-delà des publics et des privés, on a un troisième partenaire, en fait, l'usager, comme vous et moi. Donc finalement, la notion de partenariat public-privé fait appel également au concept de partie prenante. Vous avez plusieurs parties prenantes, dont la société civile également, qui a un rôle à jouer dans la mise en œuvre des partenariats publics-privés, étant donné que cette société civile va défendre les intérêts des usagers. Et quand je parle de société civile, vous avez plusieurs formes d'associations dont le but, justement, est de militer en faveur de la réalisation des besoins des usagers, en faveur de la défense des intérêts des usagers. Donc, il faut prendre en compte tout cet ensemble. Et à travers les partenariats publics-privés, il faut trouver des voies et moyens pour pouvoir effectivement réaliser des infrastructures. Ce qui est important dans ce concept, le partenariat public-privé ne consiste pas seulement à apporter un financement, ça c'est important, il faut le dire, apporter un financement, mais il consiste, comme on l'a dit, à concevoir. Donc il y a tout un process à concevoir, à apporter le financement, à réaliser, à exploiter, à assurer la maintenance, mais surtout dans le but de satisfaire les besoins des usagers. Et la prise en compte des besoins des usagers fait appel à la politique publique. Et finalement, le partenariat public-privé devient un outil de gouvernance. Vous l'avez développé dans votre document. Avant de revenir à ça, je voudrais qu'on parle un peu de l'importance de la réalisation des infrastructures en Afrique. Oui. Ce besoin n'est plus à démontrer parce que les banques multinationales, par exemple, la Banque mondiale, accordent des ressources très importantes dans la réalisation de ces infrastructures. Tout à fait. Et sur cette question, je dirais d'abord que quand on parle d'infrastructure, ici est de faire en fait une cartographie ou une typologie des infrastructures. Généralement, de par le passé, lorsqu'on parlait d'infrastructures, vous avez des infrastructures économiques, c'est-à-dire des infrastructures dont l'exploitation permet de réaliser un profit, donc génère du profit pour l'investisseur. Et vous avez des infrastructures sociales, par exemple dans le domaine de la santé, de l'éducation. Ce sont des infrastructures à rentabilité diffuse, qui ne génèrent pas de rentabilité financière immédiate pour pouvoir faire face aux services de la dette. C'est très important et faire cette différence. Et le plus souvent, quand on parle de partenariat public-privé, on se focalise beaucoup plus sur ces infrastructures économiques pour lesquelles on peut facilement trouver de l'argent, des ressources marchandes. C'est de l'argent dans les banques, sur les marchés financiers, pour pouvoir financer ce type d'infrastructure. Maintenant, pour ce qui concerne les infrastructures sociales, l'éducation, la santé, la défense nationale, il est difficile de mobiliser des ressources marchandes, aller en banque mobiliser de l'argent pour pouvoir réaliser ces infrastructures-là. De plus en plus, ce type d'infrastructure est laissé ou est confié à l'État, qui donc va se désengager des infrastructures marchandes qui seront confiées au privé et qui va donc se concentrer sur ces infrastructures non marchandes. Et au-delà donc de cette notion infrastructure marchande, non marchande, il faut également voir dans les infrastructures celles de type tangible qu'on peut toucher. Par exemple, une route, un pont, un bâtiment. Des infrastructures non tangibles, intangibles. Par exemple, une prestation de service. Et depuis un certain temps, effectivement, vous verrez que dans le domaine des prestations de services, on a beaucoup d'investissements qui sont faits. Un exemple, dans le domaine de la sécurité, vous avez de plus en plus de sociétés de sécurité qui font des prestations de services aux États, à la puissance publique, et qui sont beaucoup sollicités. Et ce montage peut se faire, je dis bien peut se faire, sous forme de partenariat public-privé, ça peut se faire. Au-delà donc de la sécurité, vous avez dans le domaine de NTIC, de plus en plus, voilà, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, des prestations de services qui peuvent se développer. L'aménagement urbain est un secteur aujourd'hui qui est très porteur et pour lequel également on peut faire des montages.
Et je suivais une fois une émission sur RFI qui me faisait bien sourire sur l'aménagement des villes africaines. Et au cours de l'émission, il ressortait que les États n'ont plus les moyens pour faire face à ces aménagements, étant donné, on en a parlé au début de l'émission, que les populations africaines, notamment les populations urbaines, ont un taux de croissance pratiquement exponentiel qui force les prévisions des États en matière de schéma directeur. Et là également, il est nécessaire de se poser la question de trouver des voies et moyens, soit pour contrer assez difficilement cette croissance des villes africaines, et ce serait très difficile, mais soit pour trouver des solutions alternatives en impliquant toutes les parties prenantes, on a parlé tantôt des parties prenantes, dont le secteur privé, pour faire face à ces besoins. La dernière fois, on avait échangé également du problème de santé. Dans le secteur de la santé, aujourd'hui, les besoins sont croissants, énormes. Mais comment financer ces besoins? Les États ont-ils encore les moyens de financer ces besoins? Revenons sur le cas de l'hôpital de Lomé, ou au Togo de façon générale. Fréquemment, le corps médical est en grève, se plaint du manque de moyens. Mais parallèlement, l'État vous dit qu'il est assez limité en termes de moyens. Au Burkina, le problème se pose. Un peu partout, le problème se pose. Dans le secteur de l'éducation, pratiquement tous les mois, vous avez des grèves. Dans un pays africain, au Burkina, au Togo, au Bénin, les enseignants se plaignent du manque de moyens, demandent plus de moyens. En face, les États vous disent qu'ils n'ont plus de moyens. Ils sont essoufflés. Il faut donc trouver des solutions à cela. Et quand vous prenez pratiquement tous les secteurs vitaux de l'économie, l'eau, l'électricité, on a toujours ce problème. Au Togo encore, je pense que la question de l'énergie est plus ou moins jugulée, assez bien résolue. Mais allez-y dans un pays comme le Burkina. Presque tous les jours, vous avez des laissages. Presque tous les jours, au moins une fois mois, vous avez les délaissages. Même le Bénin, vous savez. Le Bénin aussi en face. Le Ghana. Le Ghana. Le Nigeria. Ouais. Le Nigeria qui est un géant d'Afrique, pratiquement la première puissance africaine, économique africaine, qui a de l'énergie. Au Nigeria, vous avez fréquemment des délaissages, des manques d'eau. Donc, vous voyez dans tous les secteurs de l'activité économique, l'activité sociale des États, il y a ce problème crucial de manque d'infrastructures. Bon, c'est vrai que peut-être que nous sommes tous responsables de ces problèmes. Parce que autant il y a ces problèmes, autant aussi, il faut reconnaître que quelquefois, les infrastructures existantes sont mal entretenues. Justement, je voudrais vous poser la question, qu'est-ce qui explique ce paradoxe? Les infrastructures, il n'y en a pas beaucoup, mais le peu qui existe, qu'est-ce qui fait que les conditions d'exploitation sont, je vais réutiliser votre mot, exécrables? Le mot exécrable, quand je l'utilisais dans le livre, j'ai un ami qui me disait qu'il était trop fort. Je dis non, il n'est pas fort, quelque part. Dans certains secteurs, certains domaines, la santé, quand vous voyez peut-être les populations, les malades à même le sol, ça fait pitié quand même. C'est exécrable quelque part. Oui, ce que vous dites est très pertinent. Et je pense qu'à ce niveau, quelquefois, nous sommes tous responsables. Parce que quand on parle de maintenance d'une infrastructure, il faut relever d'abord la question d'éducation des usagers. Prenons les caniveaux dans nos villes, quelquefois, qui sont bouchés de par notre responsabilité à tous. Nous marchons et quelque part nous jetons un chiffon dans les caniveaux. Nous venons, nous versons de l'eau dans les caniveaux. Mais ça pose un problème par la suite de son exploitation. Ça pose un problème de sa maintenance. Et il n'y a pas que l'État qui soit responsable à ce niveau, mais nous sommes tous responsables. C'est pourquoi je parle quelquefois de ce problème d'éducation, de sensibilisation. Et au-delà, également, il y a quelquefois une négligence également au niveau des porteurs de projets, au niveau des États qui ont la responsabilité d'assurer la maintenance. Et les États vous diront qu'ils n'ont pas de moyens, et le peu de moyens qu'ils ont, ils l'affectent le plus souvent pour régler des problèmes d'urgence. Ce qui fait que quelquefois, vous avez des maintenances qui normalement sont faites régulièrement, qui sont programmées mais non entretenues du fait de manque de moyens. Et on me dirait, ah non, on n'a pas assez d'argent, attendez prochainement, quand on aura de l'argent, on va revenir, on va faire la maintenance. Finalement, nous nous trouvons dans une situation où nos États passent leur temps essentiellement à gérer que des urgences en matière de maintenance. Je dis bien en matière de maintenance. Est-ce qu'il faut se fier à cette raison, à ce manque de moyens? Qu'est-ce qui peut expliquer véritablement la capacité, la faible capacité des États africains à réaliser, à entretenir ces projets d'infrastructure? Est-ce que c'est un problème politique?
Est-ce que c'est un problème structurel? Est-ce que c'est culturel ou simplement économique? Je l'ai dit tantôt, le problème il est très complexe quand on le regarde. Autant c'est vrai ici de situer les responsabilités au niveau des États, au niveau des usagers comme vous et moi, au niveau des acteurs privés. Autant également ici de reconnaître que le contexte africain n'est pas assez facile. Et comme je l'ai dit aussi, depuis un certain temps, nous avons une raréfaction des ressources non marchandes, concessionnelles, affectées à la réalisation, à la maintenance des infrastructures. Là, c'est une réalité. La crise financière de 2008, elle a affecté beaucoup le système financier international. Elle a amené le système financier à repenser son mode d'intervention. Et je pense que nous en parlons dans le livre. Ce mode d'intervention qui a été révisé a forcément un impact sur les interventions en termes de financement. C'est une réalité. Bon, également, à ce niveau, je pense qu'il y a quelquefois, je l'ai suivi sur l'émission des RFI et je souris ce jour-là, vous avez aussi quelquefois un manque de, je vais être un peu sévère, vision. Manque de vision. Quand il dit manque de vision, planification. Pour moi, ça se rejoint. Oui. Parce que quand on planifie à un moment donné, on se projette dans la vision. Oui. Donc, un manque de planification et de respect des plans réalisés. Parce que quand vous regardez un peu la force des pays occidentaux comparativement à nos pays, vous vous rendrez compte que dans ces pays, le plus souvent, vous avez toujours des plans sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, voire au-delà. Vous avez une politique sur le long terme, voire sur le très long terme. On vous parlera de Paris de 2050. Et on vous parlera, par exemple, pas Johannesburg, Londres 2030. Donc, vous voyez, on se projette sur le long terme. Togo 2030. Oui, ça commence à venir. On se projette sur le long terme. On essaie de faire des plans. On essaie de faire également des études pour voir dans quelle mesure on pourrait réaliser cette vision à long terme. Mais en Afrique, quand vous constatez le plus souvent... Il y a une dans la continuité de l'État. Exactement. Et qui est intégrée dans la mise en œuvre des politiques et programmes publics. Mais quelquefois, dans nos pays africains, vous avez ces plans qui sont faits, mais dans la réalité, lorsque vous regardez la mise en œuvre, vous vous apercevez que ces plans ne sont pas toujours intégrés et on vous parlera de l'urgence, on parlera du manque de moyens. Nous, ce que nous avons, j'anticipe, préconisé dans notre ouvrage, nous nous sommes dit, certes, nous n'avons pas assez de moyens, c'est normal, on n'aura jamais assez de moyens pour financer les infrastructures, mais nous pensons qu'il faille concevoir effectivement des plans à court, moyen, long terme et constituer un portefeuille d'études, de projets par rapport à ces plans qui sont réalisés ou qui sont projetés. Et si on a un portefeuille assez conséquent d'études, mais l'homme politique qui vient, la puissance publique qui vient, qui veut mettre en place un programme, pourra simplement se référer à ce vivier de projets existants, d'études existantes et faire ses choix. Donc en même temps, ce serait une façon de canaliser l'action des hommes politiques. C'est assez important. Des décideurs politiques. En leur disant, on a un plan sur 2030, 2050, 2060. Voici les projets ou les études plus ou moins réalisées par rapport aux projets à mettre en œuvre. Et on lui dira, bon, regardez à l'intérieur ce qui peut vous intéresser. Et en ce moment, justement, cela permettrait de contourner la difficulté liée à la disponibilité des études fiables, sérieuses, bien faites et complètes. Parce qu'on en parle, le manque d'études. Quelquefois, dans la précipitation, on se lève, on va faire des études. Ou on décide, bon, on va faire tel projet dans telle ville du Togo. Pas d'études, bon, ok, allez-y, en un mois, on veut une étude, allons-y réaliser. Mais après, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a des difficultés de la mise en œuvre. Et lorsque vous regardez très bien, vous vous apercevrez qu'en réalité, les études n'étaient pas complètes. Je prends le cas d'un pays que je ne citerai pas le nom, qui avait fait une très grande infrastructure dans le domaine énergétique. Très belle infrastructure. Mais malgré la réalisation de l'infrastructure, le problème pour lequel cette infrastructure avait été faite n'a pas été réglé. Pourquoi? Il s'est avéré que les équipements de transport n'avaient pas été dimensionnés par rapport à l'infrastructure réalisée. Je ne sais pas si vous voyez. Vous dites, bon, j'ai dit n'importe quoi, j'ai fait une centrale au Togo pour approvisionner la ville de Lomé.
vous construisez votre centrale, elle est prête. Au moment d'entrer en exploitation, on se dit, attention, les infrastructures de transport existantes ne permettent pas, en réalité, de transporter l'énergie qui est produite par la centrale. Et ça, c'est des réalités qu'on constate. Et en ce moment, le pays en question était obligé de courir rapidement voir les bailleurs de fonds pour trouver les moyens en vue, justement, de construire et adapter les infrastructures de transport existantes. Si les études afférentes à la construction de ces centrales avaient été faites dans leur globalité, avaient pris en compte tous ces facteurs, on n'en serait pas à ce niveau. Et là, par exemple, c'est une réalité. Et cela va impacter justement le coût des projets, va impacter justement tous ces problèmes qui se posent. On va dire, oui, on a fait une infrastructure, mais elle n'est pas fonctionnelle. Pourquoi elle n'est pas fonctionnelle? Parce qu'elle n'a pas été faite dans les règles là. Les exemples sont légion. Je voudrais qu'on aborde maintenant dans les détails la question du financement des infrastructures. Est-ce que vous pouvez, on en a parlé un peu, mais jusqu'à présent, comment se débrouillent, entre guillemets, les États africains dans le financement de ces infrastructures? Où trouvent-ils l'argent? C'est important, merci beaucoup. Et pour le dire, je vais d'abord faire un constat à travers le monde. Face à ce que nous avons dit, le problème de financement d'infrastructures, de réalisation, il est général. Il se pose partout. Et ce problème s'est amplifié après 2008 avec la crise que nous avons connue, la crise financière internationale. Mais depuis lors, vous verrez que de façon générale à travers le monde, il y a plusieurs mécanismes qui permettent de pouvoir financer et réaliser des infrastructures. Et quand on a affaire à des infrastructures, de très grosses infrastructures, notamment qui portent sur de très longues maturités, 20, 25, 30, 40 ans, vous avez un ensemble d'instruments de financement utilisés et qui se positionnent suivant le degré de maturité de l'infrastructure. Par exemple, pour une grosse infrastructure, telle qu'un aéroport, vraiment de type celui de Dakar, dans la phase de réalisation des études, vous aurez par exemple, de façon générale, j'ai dit à travers le monde, des fonds souverains, des fonds d'infrastructure, tels que la Caisse de dépôt et consignation en France, des fonds pour les générations futures, qui vont se positionner dans cette phase amont, qui vont accompagner les porteurs de projets dans la réalisation des études, qui sont des études très coûteuses, très coûteuses, lesquelles les études vont tracer la visibilité dans la mise en œuvre de ces projets. Et à ce niveau, généralement, ce sont ces instruments qui sont beaucoup utilisés. Ces fonds d'infrastructure pour les générations futures qui sont beaucoup utilisés. Et là, même pas les fonds d'investissement. Et ces fonds, quand elles viennent, elles apportent de la liquidité, mais ils apportent de la liquidité, mais ils vont également faciliter la mobilisation du financement par le canal des marchés financiers. Et le financement bancaire, généralement, il vient juste comme un gap pour couvrir la différence, un petit montant. Au-delà de ces fonds donc, qui viennent, notamment, je dis bien fonds d'infrastructure, fonds souverains pour les générations futures. Comme le fonds d'infrastructure de l'Union européenne, par exemple. Exactement. Même de la BAD, la Banque africaine de développement. Tout à fait. Bon, la BAD, elle est encore nouvelle, mais oui, bon, plus ou moins. Son fonds est encore nouveau, mais plus ou moins. Et généralement, quand ces fonds-là viennent, ils viennent pour la phase des études, de la réalisation, et ils restent à peu près 1-2 ans après la réalisation, pendant la phase d'exploitation. À peu près 1-2 ans. Et il permet justement de tirer vers le bas les taux d'intérêt sur le différentiel du prêt qui est fait au niveau des banques. Parce que quand les études sont bien faites, le projet inspire confiance auprès des... Tout à fait. Et surtout que c'est les fonds aussi qui viennent, c'est des fonds qui sont bien connus, qui rassurent les bailleurs. Généralement, leur intervention permet de mobiliser des financements à des coûts moindres et à des maturités assez intéressantes. Mais une fois que l'infrastructure entre en exploitation, au bout de la 2e, 3e année, ces fonds se retirent. En se retirant, ils vendent leur part. Et en ce moment, va intervenir d'autres types de fonds, et ce sont les fonds d'investissement, le plus souvent. Les fonds de pension, d'investissement, qui vont intervenir et racheter la part des fonds d'infrastructure, des fonds souverains qui sont retirés. Et ces fonds, justement, souverains qui se retirent, font leurs bénéfices lors de la vente de leur part. C'est assez important. C'est-à-dire, du début de leur intervention jusqu'à leur sortie, généralement, ils apportent beaucoup d'argent, ils accompagnent, mais il ne se faut pas de bénéfices. Mais ils se retirent au moment où l'infrastructure est construite, elle fonctionne, elle donne plus de visibilité à tout le monde, donc elle va
intéresser les gens. Et en ce moment, ils se retirent et vous avez des fonds d'investissement qui vont prendre le relais, qui vont venir également apporter donc des capitaux et qui iront également dans les banques pour mobiliser des ressources. Est-ce que vous voyez? Et en ce moment, le montage est intéressant. Et ces fonds d'investissement qui viennent, ils viennent pour rentabiliser l'activité qui est déjà existante. Mais bien sûr, ils vont faire intervenir aussi plusieurs instruments pour faciliter. Et à travers ces instruments, vous avez toujours le marché financier qui va contribuer au financement. Et le financement bancaire, le plus souvent, en ce moment, il n'est pas si important, il est moindre. Par contre, vous avez les banques de développement, type BOAD, BAD, à travers le monde, qui interviennent aussi à ce niveau. La Banque islamique de développement aussi. Exactement, à ce niveau, avec les fonds institutionnels là, pour la phase d'exploitation. Oui, c'est intéressant. Mais revenons sur le cas africain. Vous allez constater qu'en général, ce sont nos banques privées, nos banques de développement, la Banque mondiale, et la BAD, qui vont intervenir depuis la phase des études jusqu'à la phase d'entrée en exploitation. Vous voyez, vous êtes en train de secouer la tête. Avec des ressources à des conditions plus chères. C'est ça en fait. Et étant donné, dans le cas que j'ai pris précédemment, le modèle que nous voyons un peu général à travers le monde, étant donné que ces ressources sont moins chères, elles vont s'impacter également sur le prix de sortie de la prestation de services de l'infrastructure. Mais quand cette infrastructure est financée par des banques qui vont chercher uniquement des ressources marchandes, mais il va sans dire également que le prix de sortie sera plus élevé. C'est normal. Et un autre problème qui se pose, c'est la maturité des ressources. Nous avons vu au début les grands fonds qui viennent le plus souvent, le problème de maturité ne se pose pas. Mais quand vous faites appel à des banques, ils vont vous dire, bon, je vous fais le prêt sur 5 ans, sur 10 ans, sur 12 ans, pour une infrastructure qui a une durée de vie de 20, 25, 30 ans. Donc ça pose également un problème en termes de maturité de l'infrastructure. Et cette maturité va forcément impacter le coût de sortie du financement bancaire qui sera fait. Et est-ce que nos États font forcément attention à la couleur de l'argent qui vient pour eux, comme les ressources sont rares, peu importe d'où elles viennent? Je pense que c'est ça le problème, c'est vrai. À partir du moment où les ressources sont rares en Afrique, nos États, ce qui recherchent d'abord, c'est des ressources pour réaliser des infrastructures. Et il faut le comprendre aussi. Nous sommes dans un contexte assez difficile. Il faut le comprendre. Et ils sont obligés, et surtout dans cette situation d'urgence, et c'est partout, hein, quand vous regardez partout, c'est d'urgence, il faut aller vite et tout, ils sont obligés de prendre la ressource qu'ils trouvent. Et cette ressource n'est pas forcément moins chère, elle n'est pas forcément compétitive. Il va se dire que cette ressource va se répercuter sur le coût de sortie de l'opération. La Banque mondiale vous dira qu'en général, une infrastructure en Afrique coûte 2 fois plus cher que dans le reste du monde. C'est, entre autres, je dis bien entre autres, il y a plusieurs problèmes derrière, mais vous avez ce problème de l'origine des ressources, de la maturité des ressources, du coût des ressources qui a un impact sur l'infrastructure qui est faite, et même le problème de la disponibilité des ressources compétitives, donc moins chères. Ça, c'est un problème fondamental en Afrique. Et donc pour nous, nous en parlons dans les livres, il faudra réfléchir pour trouver des schémas en Afrique en vue de financer des infrastructures. Mais est-ce que nos gouvernements ont ou disposent des conseillers futés en ces matières-là, capables de comprendre ces mécanismes qui sont quand même complexes? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ces domaines-là, disponibles auprès des États pour les accompagner? Bon, la question est assez complexe. Non, c'est vrai, elle est assez complexe. Est-ce que les États disposent des conseillers, des ressources? C'est vrai qu'elle est assez complexe. D'ailleurs, là, dans le document, nous en parlons. Lorsque vous regardez, si vous permettez, avant de revenir sur la question, de façon générale à travers le monde, notamment dans les pays occidentaux, vous verrez que pour le montage de ces infrastructures très complexes, les États font appel à des conseils financiers, de grands cabinets financiers, de grands cabinets d'avocats, pour structurer ces opérations et pour les accompagner. Le secteur privé qui vient en face fait également appel à de grands cabinets. Donc, si vous voulez, et d'ailleurs c'est pourquoi on parle de partenariat public-privé, ici on en parle, au-delà du privé et du public, vous avez d'autres partenaires qui interviennent. Et à un moment donné, il faut gérer même la coordination entre tous ces partenaires-là. Donc, les États font appel donc à de grands conseils financiers, des conseils juridiques qui les accompagnent. Le privé fait appel également à ce conseil-là. Mais dans nos pays africains, en général, vous trouverez que autant le privé vient avec de grands conseils, les États n'ont pas toujours
ce conseil pour les accompagner. C'est vrai que quelquefois, ils sont obligés de faire appel à la Banque mondiale, à la BAD, pour les accompagner, mais ils n'ont pas toujours cette capacité de pouvoir conduire cette phase amont des négociations, quand il dit capacité en termes de conseil, des négociations. Pourtant, cette phase est assez importante. Et cette phase a un impact sur la suite des process. Oui, parce que la moindre erreur est payée en termes de milliards. C'est ça, la moindre erreur est payée en termes de milliards. Et cette moindre erreur, justement, a un impact sur la performance, non pas la performance de ces infrastructures. Et c'est là, justement, que nous parlons de météo-réalité. C'est vrai, il faut construire des infrastructures, mais comment les construire? C'est ça, en fait. Il y a tout un process, tout un mécanisme. Et il faut suivre, je pense que c'est ce que nous recommandons vers la fin de l'étude, on peut y revenir après. Il faut suivre ces process, ces mécanismes. Sinon, on passe à côté. Et sinon, justement, on risque de construire des infrastructures qui ne seront pas fonctionnelles. Je prends par exemple un exemple dans le domaine de la santé. Vous pouvez être multimilliardaire, vous pouvez être une entreprise de construction de bâtiments. Vous allez construire un bâtiment en vous disant, oui, moi j'ai la capacité, je peux construire un bâtiment. Ce bâtiment que je construis, c'est un hôpital, on peut l'utiliser en hôpital. Ah non. Quand on parle d'hôpital, vous avez des spécificités. Et vous, en tant que constructeur, vous devrez intégrer ces spécificités du bâtiment, de l'hôpital, dans votre bâtiment. Sinon, votre bâtiment ne sera pas fonctionnel. S'il n'est pas fonctionnel, on ne pourra pas l'utiliser. Et s'il n'est pas utilisable, soit on l'abandonne, et nous sommes en Afrique, on ne peut pas l'abandonner, on sera obligé de faire de casser, de reprendre certaines parties, mais ça va devenir plus cher. Ouais. Et c'est ce problème justement qui est souvent posé. On va pourquoi et comment naissent beaucoup d'éléphants blancs en matière de projets d'infrastructure en Afrique. On a beaucoup parlé du partenariat public-privé, vous l'avez défini entre-temps même, mais en des termes très simples, parce que votre définition m'a paru trop simple. Vous avez parlé d'association entre public et privé. Contractuel, oui. Pour pouvoir concevoir, construire, financer, assurer la maintenance des projets. Mais quand on parle de privé, des infrastructures. Oui. Quand on parle de privé, c'est quoi? Le privé fait appel à des sociétés de droit privé qui s'organisent et qui décident de s'associer avec un partenaire public pour réaliser une infrastructure. Donc, je prends un exemple. Physique, généralement, à ce niveau, lorsqu'on a affaire de grosses infrastructures, c'est des personnes de droit privé, des personnes morales et pas des personnes physiques. Physique, c'est faisable. Mais en général, à ce niveau, c'est quand même si la personne est physique, elle va constituer une société de droit privé, une société morale, une personne morale, avant de contractualiser. Mais écoutez, de vous à moi, si je suis un État, vous êtes un privé, je décide de construire, je dis n'importe quoi, un échangeur. Vous venez, vous me dites, c'est moi, monsieur Jules Bocor, je suis prêt, je suis le partenaire privé, je vous apporte toute l'infrastructure. On fait le contrat sur 50 ans. Aujourd'hui, on regarde, vous êtes seul, et oui, j'ai les moyens, j'ai les capacités, oui. Mais qui vous dira que vous allez vivre pendant 50 ans? Mais si vous n'êtes pas là demain, qu'est-ce qu'on fait? Par contre, quand on a une personne morale, généralement, on s'entoure de toutes les dispositions, toutes les garanties, de telle sorte que si cette personne morale n'est pas disparaître, même si elle disparaît, qu'on puisse quand même poursuivre le contrat ou trouver un moyen pour remplacer cette personne morale par quelqu'un d'autre. Ça, c'est important. Raison pour laquelle, à un certain niveau, quand même, mieux vaut aller avec des personnes morales, des personnes constituées juridiquement. Et une fois que la personne est constituée juridiquement, le processus est plus intéressant. Parce que n'oubliez pas, dans le partenariat public-privé, nous l'avons dit, il n'y a pas que le privé et le public. Vous avez d'autres partenaires qui vont se greffer à ces privés publics. Un exemple, vous êtes un privé, je suis le public, nous décidons de faire un partenariat public-privé, mais vous n'avez pas forcément la ressource. Vous allez faire appel à vos banques qui vont vous apporter la ressource. Vous allez faire appel, quelquefois, à d'autres sociétés qui vont vous apporter une solution bien spécifique pour la réalisation de votre projet. Mais tout ceci, quand ils vont venir, ils vont faire des contrats avec vous. Ça, c'est important. Mais si vous êtes la personne physique, vous voyez ce que ça pose comme problème le jour où vous n'êtes pas là. Alors que si vous êtes une personne constituée de droit, il est plus facile de gérer le processus, même si vous n'êtes pas là. Mais le partenariat public-privé, est-ce qu'on en sait beaucoup aujourd'hui?
C'est vrai, dans les discussions, ça revient, on en parle souvent, mais scientifiquement, est-ce que c'est un concept qui est documenté? Est-ce que... Oui, vous avez raison. Scientifiquement, c'est un concept qui est documenté, très bien documenté. Mais il faut dire que quand on regarde en Afrique, c'est un concept qui n'est pas assez documenté. Parce que tout ce que nous avions comme documentation scientifique, je dis bien scientifique, solide, nous le retrouvons beaucoup plus en Occident. En Afrique, dans quelques pays anglo-saxons, oui, mais dans nos pays francophones, on n'a pas assez de cas sur ce projet-là. Et surtout dans les pays de l'UEMOA, on a rarement de la documentation sur ce projet. Mais par contre, quand on regarde très bien, il y a beaucoup d'expérience en la matière. Et d'ailleurs, je pense que ce qui nous a intéressés et nous a poussé également à faire des recherches et voir un peu le résultat de la mise en œuvre des partenariats publics-privés dans la zone africaine. Mais nous avons fort espoir que dans les années à venir, les gens vont beaucoup s'intéresser aux partenariats publics-privés en termes de recherche. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. On est obligé également, au-delà de la mise en œuvre des projets, on est obligé de prendre du recul, de réfléchir et de voir en fait l'impact de ces projets sur l'économie réelle, sur l'amélioration des conditions de vie et de faire la comparaison entre cet impact dans notre zone et ailleurs et de faire des recommandations en vue d'améliorer. Et ce faisant, effectivement, il faut s'intéresser à la recherche. Je dirais même que de façon générale, la recherche en sciences de gestion en économie s'est intéressée à cette question assez tardivement. Ça, c'est une réalité. Et dans votre document, vous avez évalué une trentaine de projets financés par le partenariat public-privé dans l'espace UEMOA. Oui. À la lumière de votre analyse, est-ce qu'on peut dire que la performance des PPP est prouvée aujourd'hui? La question est importante et merci beaucoup. Et pour ces pays du UEMOA, effectivement, nous avons une base de 29 projets que nous avons fouillés en profondeur. Nous avons recueilli de la documentation, c'est pratiquement 3-4 ans. C'est un travail de longue haleine, 3-4 ans. Nous avons analysé, nous avons fait des entretiens, des interviews, nous avons fait des vidéoconférences. Et ce que nous pouvons dire globalement, sur cette trentaine de projets en Afrique, globalement, le taux de réalisation est estimé à 76%. C'est-à-dire que globalement, 76% des projets sont réellement exécutés. Mais attention, il s'agit de projets qui ont été soumis à l'approbation du financement des bailleurs de fonds tels que la BAD, la BOAD. Vraiment des bailleurs de fonds internationaux qui ont approuvé ce projet, qui ont apporté un financement. Et étant donné que nous avons eu la chance de travailler dans une institution similaire, donc il était assez facile pour nous de pouvoir recueillir la documentation et de faire cette analyse. Et cela dit donc, et l'intervention de ces bailleurs de fonds, leur implication pourrait également expliquer ce taux de succès qui est vraiment impressionnant, 76%. C'est très impressionnant. Mais je dirais qu'au-delà de ce taux, quand on le voit, c'est vrai, il est impressionnant. Mais en analysant en profondeur, en essayant d'affiner l'analyse, on se rend compte en réalité qu'en moyenne, sur ce projet, on a un surcoût, un dépassement de coût de plus de 10 milliards. C'est-à-dire par projet, vraiment c'est des grands projets, vous avez un dépassement de coût de plus de 10 milliards. Et ce dépassement de coût questionne beaucoup. C'est dû à quoi alors? Justement, c'est dû à quoi et ça questionne beaucoup. Et avant de donner les causes, il y a également un dépassement en termes de délai. Nous sommes environ à 1 an, un tiers de dépassement de délai d'exécution. Maintenant, quelles sont les causes de cette sous-performance en termes de délai et de coût? Vous avez plusieurs facteurs qui puissent expliquer. Et ces facteurs, nous avons regardé en profondeur, nous avons poussé l'analyse pour bien comprendre ces facteurs et voir comment on peut les prendre en compte, les intégrer dans la mise en œuvre des projets futurs et comment on peut les intégrer pour corriger les projets en cours. Globalement, je dirais que parmi les facteurs, vous avez d'abord la question des études. Pour une bonne partie des projets, les études sont ou incomplètes ou ont été faites de la précipitation, ça c'est une réalité, incomplètes ou ont été faites de la précipitation, ce qui entraîne après des surcoûts des avenants et ce qui entraîne également l'allongement des délais. Au-delà de cette question des études, vous avez également la question de la contractualisation. Des contrats qui ont été contractualisés peut-être un peu rapidement, qui n'ont pas été forcément faits avec la bonne personne, la personne qui avait l'avantage, comment dire, pas l'avantage, mais l'expérience avérée, nous en avons parlé tantôt. Et cela également a un impact sur le coût, ça a un impact
sur la durée. Et nous avons aussi le problème même de la relation partenariale entre les acteurs. C'est-à-dire, durant la durée de vie du projet, les acteurs publics et privés qui commencent à remettre en cause le contrat, qui n'ont pas la même vision du contrat, ça c'est également une réalité. Ou quelquefois aussi, le changement de régime politique amène à remettre en cause certains contrats, certains projets. Bon, là, c'est à travers le monde, c'est pas qu'en Afrique, mais à travers le monde, ces questions se posent quelquefois où, bon, avec un nouveau régime qui arrive, vous avez le contrat qui est remis en cause, et cela a forcément des impacts. Une des causes également que nous avons constatées, ce sont les guerres civiles, et les soulèvements de population, également les troubles voilà, qui ont forcément un impact et qui amènent après la reprise des négociations à revoir les coûts, à revoir un peu les délais. Cela explique également. Et vous avez aussi la relation même au sein du secteur privé entre le porteur du projet, le partenaire privé qui a été retenu et ses partenaires. Par exemple, le partenaire privé et sa banque, le partenaire privé et son assurance, le partenaire privé et l'industriel qui apporte la solution. Quelquefois, à ce niveau également, vous avez des situations difficiles qui retardent la mise en œuvre. Il y a eu des cas où des banquiers décident de se retirer à un moment donné dans la mise en œuvre du projet. Ça va impacter forcément le projet. Absolument. Docteur Nabile, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Sujet passionnant. Absolument. Mais vous savez, vous le croyez dur comme fer. Le PPP a de beaux jours devant lui. Parce que pour vous, il y a une batterie de plus-value associée au choix des PPP, notamment en termes d'organisation, en termes techniques, en termes de gouvernance. Vous pensez que ce partenariat permet d'améliorer la gouvernance des projets? Merci. Et vous me demandez si le PPP, vous pensez que, selon moi, le PPP a de beaux jours devant lui? Oui et non. Oui, parce que nous avons vu aujourd'hui, le problème infrastructurel se pose toujours et je pense que même dans les années à venir, il va se poser. Et nous avons vu pourquoi. Le taux de croissance de la population qui est assez exponentiel, les besoins de façon générale qui vont de façon croissante, la raréfaction des ressources. Donc, le problème va toujours se poser. Mais maintenant, l'avenir des partenariats publics dépendra, je crois savoir, du succès des partenariats antérieurs. Raison pour laquelle justement nous parlons de méthodologie et nous disons attention également, et quoi qu'il y a de bons résultats, il faudra repenser la mise en œuvre des partenariats publics-privés en se focalisant sur un certain nombre de facteurs clés, d'actions clés. Et nous avons même recommandé, si vous vous rappelez, de faire des études en fait, soit sectorielles par secteur, c'est-à-dire dans le domaine par exemple de l'énergie, dans le domaine du transport aérien, ainsi de suite, des partenaires publics-privés qui ont été mis en œuvre pour tirer les leçons et voir comment on peut donc améliorer ces partenariats. Nous avons également recommandé de faire même une étude sur l'ensemble des partenariats publics-privés qui ont été mis en place dans l'UOMOA, des principaux projets, et en vue de voir en fait l'impact de ces projets-là sur la performance, l'impact de ces projets sur l'amélioration des conditions de vie, et de tirer les leçons sur ce qui a moins bien marché et de voir comment donc améliorer la mise en œuvre des projets futurs, et également de tirer des leçons sur ce qui a bien marché et voir comment donc continuer à perpétrer ce process. Tant qu'on ne raisonnera pas de cette façon, il va s'avérer qu'à un moment donné, il peut y avoir un blocage sur la mise en œuvre des partenariats publics-privés. Et vous estimez qu'il est nécessaire d'opérer des réformes structurelles pour la promotion du financement des PPP dans l'espace UMOA? Oui. Notamment au niveau, nous en avons parlé au début, du marché financier régional. Nous estimons qu'il faut approfondir la réflexion et voir comment faire de ce marché financier régional un levier pour la mobilisation des ressources dédiées à la réalisation des infrastructures avec des ressources sur des maturités longues. Quand je parle de maturités longues, je parle de maturités de 15, 20, 25, 30 ans et également avec des conditions en termes de taux assez intéressantes. Et dans la réforme également, nous préconisons la nécessité de voir comment drainer vers la zone, comment créer dans la zone des fonds dédiés spécifiquement, pas au PPP, à la mise en œuvre des infrastructures. Nous avons vu qu'il y a un gap à ce niveau et en faisant la comparaison avec ce qui se passe dans le reste du monde, nous pensons que sur ce point, nous avons un maillon faible qu'il faille regarder de près.
Et d'ailleurs, je vais titiller les bailleurs de fonds internationaux, la Banque mondiale là-bas, dans leur disant, mais pourquoi ne pas aider les pays de l'UEMOA, les pays africains, à créer des fonds spécifiques dédiés à la mise en œuvre des infrastructures. Ça, c'est important. Parce que les financements bancaires commencent à avoir leurs limites. Mais heureusement, nous en parlons également dans l'ouvrage, depuis un certain temps, dans certains pays, vous avez des caisses de dépôt et de consignation qui sont créées au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Niger, en Mauritanie, et au Maroc, en Tunisie, et qui ont pour mission justement de financer des infrastructures. Et ces caisses, généralement, sont considérées en réalité comme des banques d'infrastructures qui donc peuvent apporter des ressources longues à des conditions très intéressantes pour soutenir justement les États dans la mise en œuvre des infrastructures. Et pour terminer, rapidement, vous avez évoqué dans le document aussi l'initiative PPP amorcée depuis 2012 par l'UEMOA. Oui, l'UEMOA. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que c'est une initiative à succès? Je crois savoir que la directive qui devrait encadrer cette initiative a été adoptée en Conseil des ministres la semaine passée. Oui. C'était au Bénin. Je crois savoir, je n'ai pas encore vu la directive. Mais globalement, en faisant notre analyse, nous avons constaté que les organes de l'UEMOA étaient en retard par rapport aux États. Les États ont pris de l'avance, notamment des États comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ont pris de l'avance par rapport aux organes. Et donc, quoi qu'on dise à un moment donné, ça pourrait poser un problème. On veut mettre en place une initiative régionale. Au même moment, on a des États qui sont très en avance. Fallait-il donc se calquer sur ces États? Et même là encore, parmi ces États, vous avez des différences. Ou bien fallait-il mettre en place un système en demandant aux États de se conformer à ce système? Il y avait pas mal de questions que cela suscitait. Nous pensons que cela a pu expliquer le temps qu'a mis cette initiative pour être formalisée. Mais néanmoins, il faut reconnaître que cette initiative est salutaire parce qu'elle permettra aux États de se doter d'un instrument fiable pour pouvoir réaliser des projets en partenariat public-privé. Et cette initiative qui a l'onction donc du Conseil des ministres de l'UEMOA, qui a l'onction des organes comme la BOAD, la Commission de l'UEMOA, également peut être pour nous, selon nous, un facteur de succès dans la mesure où cette initiative pourra attirer des investisseurs, des partenaires fiables qui pourraient donc venir pour accompagner la région. D'ailleurs, c'est cela qui nous amène à dire que, à partir du moment où on a une initiative régionale, à partir du moment où nous avons des textes à l'échelle régionale, quoique, bon, c'est vrai qu'il y a encore des insuffisances dans ces textes, à partir de cet instant, on peut maintenant songer à approfondir le marché financier, à faire des réformes financières pour pouvoir drainer vers la zone des instruments adéquats à même de faciliter le financement des infrastructures. En un mot, le PPP, c'est de l'or, mais de l'or à polir. Exactement, c'est de l'or, mais de l'or à polir. Raison pour laquelle nous nous demandons si le PPP est un mythe ou une réalité. Merci, docteur Constantin Dabiré. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. On aura l'occasion donc forcément de reparler, de creuser davantage ce sujet qui est très vaste. Merci. À travers un document que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, écrit très facile à comprendre par même les non-initiés, comme Merci. Le partenariat public et privé comme alternative au financement des infrastructures publiques performantes, mythe ou réalité, cas des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est sorti, document à trouver. À trouver, et à Lomé, dès demain, vous aurez le document à la librairie Bon Pasteur. Au Burkina, le document, vous l'avez à la librairie Jeunesse d'Afrique. Mais sur Internet, vous trouvez le document. Amazon ou chez l'éditeur EMS, vous trouvez le document. Mais dans les jours à venir, dans les principales librairies de l'UEMOA, vous trouverez le document. Merci, Constantin Dabiré. Et nous arrivons donc à la fin de notre forum en ce qui concerne la première partie. Dans une dizaine de minutes, nous nous retrouvons pour la seconde partie juste derrière cette pause pour une nouvelle édition du journal.